au milieu de la mer des Caraïbes. C'est une île sortie de l'eau il y a près de 25 millions d'années, qui continue encore aujourd'hui d'évoluer. Les parties les plus anciennes s'usent sous les effets de l'érosion. Les parties encore actives sont les plus escarpées. Et du haut de ces 1400 mètres, la silhouette magnifique de la montagne Pelée. Le 8 mai 1902, la Pelée dévaste la ville de Saint-Pierre et tue près de 30 000 habitants en moins de 2 minutes. La science de l'époque était incapable de prévoir une éruption. Un énorme nuage qualifié de nuée ardente qui était un mélange composé de gaz, de poussière, de cendres, de roches incandescentes, de bombes volcaniques qui allaient s'abattre ici. La Pelée, c'est vraiment le volcan qui a été le plus meurtrier par un phénomène directement éruptif. Submergée par les cendres, la partie nord de la Martinique ne s'en remettra jamais. Les ruines de Saint-Pierre et les épaves font le bonheur des archéologues et indiquent une société hautement développée. Saint-Pierre, ça offre un cliché, à un moment, à un instant T de la ville au tout début du XXe siècle. Le volcan entre à nouveau en éruption en 1929, puis s'endort. À l'Observatoire sismologique et volcanologique de la Martinique, on sait qu'il peut à tout moment se réveiller. Oui, il faut se tenir prêt. Elle peut se réactiver en quelques mois, comme quelques années, voire quelques siècles. Et nous, on doit être prêt à détecter les premières anomalies. Non, je n'ai pas peur. On a l'observatoire, sur un problème, on s'en va. Près de 120 ans après l'éruption, le sol et les flancs du volcan continuent de s'effondrer, générant des coulées de boue potentiellement dévastatrices. Les éboulements, c'était tellement puissant que d'ici, je sentais la vibration, ça vibrait. La Martinique doit son existence à une activité sismologique soutenue. Elle n'est que la partie visible de la guerre de tranchées que se livrent sous l'eau les plaques tectoniques. C'est la silhouette, c'est l'identité du nord de la Martinique. Des lignes de crête et des vallées profondes recouvertes de végétation, des dénivelés vertigineux, et au-dessus, la plupart du temps cernés de nuages, la montagne Pelée. Quelques sentiers abrupts permettent d'accéder au sommet, empruntés par des randonneurs et par les scientifiques de l'Observatoire de la Martinique. Il faut compter au moins 1h30 pour atteindre la caldeira et le haut de la Pelée 2h30, 3h. Donc aujourd'hui on va au deuxième refuge récupérer les données GPS de notre station. Ce sont des données qui nous permettent de mesurer la déformation éventuelle du volcan et qu'on récupère à peu près tous les 6 mois. Ça nous permet en fait de détecter d'éventuels mouvements de la montagne Pelée si du magma arrive en profondeur. Vas-y, passe devant, t'as la clé. Dans un abri à flanc de volcan, une station GPS et des appareils enregistrent en permanence les mouvements de la montagne. Le volcanologue Guillaume Carazzo et son collègue Jean-Gilles Gabriel font souvent équipe. Moi j'ai l'impression que ça va, tous les voyants sont bons, donc on va pouvoir retirer la carte. En volcanologie, pour détecter l'arrivée de magma, c'est les sismomètres. Si on a beaucoup de séismes sous la montagne Pelée, ça peut vouloir dire qu'il se passe quelque chose. Et ce qu'on voit depuis les années 60, c'est déjà qu'il n'y a plus de fumerolles en haut de la montagne Pelée. Et depuis les années 60, les températures diminuent constamment. Et la composition chimique des eaux nous montre qu'il n'y a pas de contamination de magma. Et donc avec ces études de terrain qu'on mène à l'observatoire depuis une dizaine d'années, on est capable de dire que la montagne Pelée fait une éruption majeure tous les 480 ans à peu près. Donc ça nous donne en tout cas une idée statistiquement du moment où le volcan pourrait se réveiller. Ok,
Guillaume, c'est bon pour ici. Hein? Ok, merci. Rien à signaler aujourd'hui sur la montagne Pelée. On peut s'étonner que des scientifiques grimpent sur une montagne pour conclure qu'il ne s'y passe rien, ou qu'il faille attendre 480 ans pour qu'il s'y passe peut-être quelque chose. Mais il ne faut pas s'y fier, même si en apparence il n'y a rien de plus amical qu'un volcan éteint ou un volcan endormi, au point que l'on puisse vivre sur ses flancs, comme ici, à Front-Saint-Denis. Il peut décider à tout moment de se réveiller. Le temps des hommes et le temps des volcans n'est pas le même. L'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique ressemble aux maisons high-tech des méchants dans les films de James Bond. Une soucoupe volante posée sur les flancs d'un ancien volcan qui fait face à la montagne Pelée et domine la baie de Saint-Pierre. Inauguré en 2019, le bâtiment antisismique a coûté près de 10 millions d'euros. Doté de différents laboratoires et de salles de conférences, l'observatoire ne surveille pas que la montagne Pelée, mais la sismologie de toute la Caraïbe, ainsi que les risques de tsunami sur toute la zone. Juste ici, ainsi que notre réseau qui couvre un peu toute la Martinique. Venus du monde entier, des volcanologues, des chimistes, des géologues et des physiciens échangent, dans le cadre de colloques, leurs connaissances à propos de la montagne Pelée. La recherche ne doit jamais cesser d'avancer et de partager. Anne-Marie Lejeune, chimiste, spécialiste des gaz profonds, est la directrice de l'Observatoire. L'un de mes collègues, Georges Boudon, a des données récentes qui montrent qu'une réactivation pourrait se faire aussi rapidement que quelques mois. Et là, ce sont des données vraiment toutes nouvelles et oui, il faut se tenir prêt. Mais bon, elle peut se réactiver en quelques mois comme quelques années, voire quelques siècles. Et nous, on doit être prêt à détecter les premières anomalies, puisqu'il y aura des signes qui apparaîtront. Donc, ce seront des signaux sismiques, des déformations, éventuellement des émanations de gaz. Donc, ça va être à nous, l'Observatoire, l'une de nos missions, c'est de détecter ces signes dès qu'ils apparaîtront, les suivre, voir leur évolution et en fonction de l'évolution qu'on observera, prévenir si quelque chose est en train de se préparer ou pas. Il ne faut jamais oublier que les îles des Antilles ne sont que le produit d'éruptions successives depuis des millions d'années. À quelques kilomètres en contrebas de l'observatoire, Saint-Pierre est une petite ville paisible. Mais ici, on le sait plus qu'ailleurs. La vie peut s'arrêter. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants. Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint-Pierre, la bienvenue à bord du petit train, le Siparis Express. Une fois n'est pas coutume, prenons le petit train de l'extraordinaire Fernand Pin, le guide de Saint-Pierre. Quelques-uns des aspects historiques de cette ville, laquelle autrefois fut la capitale politique, économique, culturelle, commerciale de la Martinique. Au début du XXe siècle, la réputation de la perle des Petites Antilles s'étend sur tous les continents. Une baie protégée accueille les navires et les équipages du monde entier. On y fait commerce de rhum, d'épices, de sucre. Des maisons de change et des maisons de passe, des banques, un théâtre et des hôtels profitent d'une activité florissante. Il y a bien sûr des riches et des pauvres, des propriétaires et des salariés qui travaillent à la tâche. L'esclavage n'a été aboli que 50 ans auparavant. Personne ne sait ce qu'est une éruption. Dès le mois de février 1902, les populations se plaignaient de cette odeur de soufre qui leur irritait les yeux et la gorge.
qui noircissaient les objets d'argent dans les maisons, des grondements sourds qui les réveillaient en pleine nuit, des fines pluies de cendres qui n'arrêtaient pas de tout salir à l'extérieur. Il y avait sur les flancs du volcan. Gênés par les retombées de cendres et d'inquiétantes coulées de boue, les 30 000 habitants commencent à s'inquiéter. Certains quittent la ville, mais des élections doivent avoir lieu. Le gouverneur de l'île se déplace en personne et enjoint la population de rester. Le 8 mai 1902, à 8 h du matin, une nuée ardente, partie du sommet, recouvre la ville de Saint-Pierre. La population suffoque et meurt en 2 minutes, les poumons carbonisés. L'effet de souffle démolit les maisons. La ville s'embrase. Les bateaux chargés de rhum explosent. Il n'y aura que 2 survivants. C'est l'éruption dans le monde qui a fait le plus de morts dans toute la période historique par un phénomène directement éruptif. Dans les jours et les semaines qui suivent, d'autres nuées ardentes achèveront de détruire la ville. Là, en fait, on a ce qu'on considère, nous, être l'un des trésors de l'Observatoire, une édition du livre « La montagne pelée, ses éruptions » d'Alfred Lacroix. Donc c'est une édition de 1904. Et c'est vrai que pour tout scientifique qui travaille sur les volcans, voilà, c'est un trésor. Effrayés du retard des connaissances, qui aurait peut-être pu sauver les habitants de Saint-Pierre, et pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, les autorités décident de missionner Alfred Lacroix, un géologue du Muséum d'histoire naturelle, qui va étudier méthodiquement, cartographier, photographier la montagne pelée, analyser des roches et superviser la construction d'un premier observatoire dès 1904. C'est lui qui forge l'adjectif de péléen pour une éruption volcanique dont la lave, trop visqueuse, reste coincée dans le dôme, mais dont les gaz sous pression font exploser les flancs en provoquant des nuées ardentes mortelles. La montagne pelée entre ainsi au patrimoine de la science. Les travaux d'Alfred Lacroix vont donner naissance à la volcanologie moderne. Plus de 100 ans après la catastrophe, la ville de Saint-Pierre ne s'est pas totalement reconstruite. Et de 30 000 habitants avant 1902, la population n'est remontée aujourd'hui qu'à 5 000 habitants. Oui, je pense qu'on est tranquille. Je ne suis pas le bon Dieu, c'est lui qui décide toutes choses. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord, c'est Dieu qui décide toutes choses. Eh bien, c'est Dieu qui décide toutes choses. Si le volcan va s'éclater, il va s'éclater comme il a fait en 1902 et puis... Non, je n'ai pas peur. On a l'observatoire, sur un problème, on s'en va. Vous avez confiance? Oui. 100%? 100%. On sait que peut-être un jour il y a une éruption volcanique, mais on sait que notre volcan est, comment dirais-je, il n'est pas mort. Notre volcan est vivant. On nous parle du tremblement de terre, on fait des exercices. Moi, j'ai fait mes exercices. J'ai fait mes exercices. Si jamais la terre tremble, je ne sais par quelle porte sortir. Ah, je me suis déjà arrangée pour ça. Par quelle porte sortir? Je sors dehors. Si c'est dans la nuit, on ne sait pas à quel moment. On ne sait pas à quel moment. Mais elle nous a dit de nous tenir prêts. Alors, je me suis préparée. Nous retrouvons Jean-Gilles Gabriel à l'Observatoire. Tous les techniciens et membres du personnel sont censés participer à la routine, c'est-à-dire les relevés des instruments tous les matins.
Et ce matin, justement, dès qu'il est arrivé, Jean-Gilles a vu quelque chose. À minuit, il y a eu des éboulements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éboulements. Et lorsque je clique comme ça, je vois que ces éboulements-là sont sur 4 stations. Et toutes ces stations-là, c'est sur la montagne Pelée. Jean-Gilles travaille avec David Mélézan, l'ingénieur chargé de la surveillance et de l'entretien de tous les instruments installés sur le terrain. Pour le moment, j'ai vu les événements que tu as rentrés là. Et là, j'ai suivi, hein. J'avais déjà vu les 2 petits premiers. Je n'ai pas rentré, j'ai dit tiens, comme c'est toi, tu vas les voir. Tu vas localiser au niveau de... Ouais, des éboulements. Non. Des éboulements? Ouais, les éboulements. Et j'ai vu qu'il y a 4 gros là. Regarde. Derrière leur visage souriant, Jean-Gilles et David savent que la situation peut être potentiellement critique. Ouais. Moi, je pense que c'est la falaise, c'est père. Là, c'est ça. La montagne Pelée, c'est un volcan qui est tout récent. Donc, c'est la dernière partie de l'île qui a émergé. Et donc, du coup, la formation, le volcan lui-même, les dômes n'ont pas eu le temps de se former, de se consolider. Donc, c'est pour ça qu'avec le système d'érosion, donc les pluies, le vent et tout ça, il y a toute une partie qui est déjà fragile. Donc, 1902, il y a tout le flanc ouest de la Pelée qui s'est déstabilisé. Et donc, du coup, c'est une partie qui est encore très fragile, puisque c'est essentiellement constitué de sable, de ponce, donc des matières très fines. Et donc du coup, qui sont facilement mobilisables lors de phénomènes d'érosion. Moi j'ai trouvé, tu vois, cette nuit, du coup, j'ai quitté l'Obs à 3h30 parce que quand j'ai... Jean-Gilles rend compte à Anne-Marie Lejeune, qui décide de l'envoyer sur le terrain. Là, ce que tu me dis, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau alors qu'il a beaucoup plu, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'embassement. En tant que directrice de l'Observatoire, et après l'éruption de 1902, Anne-Marie sait qu'elle ne peut se permettre aucune négligence. Et entre voilà, ce qui est peut-être des éboulements, peut-être pas, et avec toute la pluie, elle devrait couler sale. Donc il faut aller voir, hein, et il y a peut-être une embâcle quelque part. J'ai aucune crainte si Jean-Gilles vous emmène, parce que rien que à la nature de l'eau, à la couleur de l'eau, en fait, voilà, si Jean-Gilles vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. S'il vous dit ah non, là c'est en train de changer, s'il vous dit faut partir, vous partez. Donc là vous n'allez pas dans la rivière aujourd'hui, vous allez aller simplement sur les hauteurs, sur le flanc ouest de la montagne Pelée, un endroit qu'on appelle Grande Savane, et de là André va pouvoir envoyer le drone en mission. Dès qu'on a quelque chose, un petit peu d'activité particulière, en fait, nous on sort quasiment tout de suite, quoi, dès qu'on peut, dans les heures qui suivent. Jean-Gilles connaît le chemin. Il est déjà venu des dizaines de fois. Anne-Marie sait qu'elle peut se reposer sur lui. Là, on voit la trace. On voit la trace. C'est la petite pointe là, fraîche. On voit que c'est un peu frais, et c'est assez éboulé. Jean-Gilles utilise le drone d'André pour s'approcher de la falaise et filmer plus précisément les parties qui se sont éboulées. C'est cet endroit-là que ça s'est éboulé. Là, on sent que ça va être fragile. Là, ça va partir. Ça va partir. Cette partie-là, là. Ouais, elle va partir. Bon, moi, je pense que c'est avec un peu de pluie. Dès qu'il va pleuvoir. Oui, parce qu'il va y avoir des coulées. L'eau qui sort de là-haut, elle va couler. Et ça va, justement, ça va faire des fissures. Ouais, les traces horizontales qu'on voit là, alors ce sont des couches d'éruption. D'accord. Avec toutes ces couches là, ouais. Ces différentes couches. Là, ça sort de... Tout ça, c'est de l'eau là-haut aussi. Ah, ça commence. C'est les traces d'eau, ça, tout ça. Ouais. Ouais, ça ruisselle. Je peux essayer de m'approcher un petit peu comme ça. Tu vois comment ça creuse là? C'est ça, hein. C'est que c'est fragile. Hein. C'est-à-dire que ça va pas. C'est tout un flanc qui va partir. Moi, je pense que les prochains éboulements, ça va pas ça va pas être des petites parties, des flancs parce que ça creuse. À chaque tremblement, à chaque secousse qu'il repère sur les instruments, Jean-Gilles se rend à son poste d'observation préféré. Il a même pu filmer les effondrements qui se succèdent à cet endroit, au point parfois de se faire quelques frayeurs. Les éboulements, c'était tellement puissant que d'ici, je sentais la vibration, ça vibrait. Et même la poussière, je ressentais la poussière au visage. D'ici, je les filmais. Et ça faisait flipper, hein, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est pas toute la partie, ou bien une explosion, c'était...
Lorsque ça se produisait, on savait, bon, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière. On a l'impression que l'éboulement est même sous les pieds. C'est comme si même la partie de cette partie-là, elle est en train de partir aussi. Si Jean-Gilles est si inquiet, c'est qu'il sait que l'effondrement des falaises peut générer des retenues d'eau qui peuvent crever à tout moment et provoquer des coulées de débris, appelées aussi lahars, capables de charrier des cailloux de plusieurs tonnes. Jean-Gilles a grandi et vit au Prêcheur. Il a aussi filmé ces torrents de boue dévastateurs qui traversent son village. Ça c'est descendu, ça a pris la branche là pour descendre là et de l'autre côté, là aussi, pour descendre dans le bourg aussi. Et ça veut dire qu'il y avait de l'eau partout, alors là... Partout, sur le terrain, partout. Vous voyez, à la fin toujours, il y a de la terre. Evita tient un petit snack, juste au bord de la rivière, qu'elle s'est payée avec ses économies. Vous croyez que je vais bien travailler avec toute cette poussière-là? Quand le vent souffle, ça emporte toute la poussière chez moi. Les lahars que Jean-Gilles a filmés, c'est juste là, à ses pieds. Et ça coule de l'autre côté. Ça descendait là, tout ça, en largeur. Même là, ici, là? Oui. Parce que là, maintenant, ça coule de l'autre côté. Ah oui, parce que là, c'est pas profond. Hein. C'était profond. C'était profond. Hein. Comme les engins nettoient un petit peu, ils ont baissé un peu, mais ça montait jusque là, regardez. C'était ça. Hein. Elle habite aussi juste à côté, dans un quartier qui serait touché en cas de débordement important. Volcanographe à l'université de Fort-de-France, Guillaume Lalubie a justement écrit une thèse sur les lahars de la montagne Pelée. Une coulée de débris, c'est quand le fluide se charge en matériaux fins et donc forme une boue, une espèce de mayonnaise. Et c'est cette mayonnaise qui a des capacités de transport bien plus importantes que de l'eau claire. Et c'est pour ça que cette boue peut après transporter des blocs énormes, puisque donc ça a une capacité de transport bien plus importante, une capacité de charriage bien plus importante. Alors le 5 mai, 3 jours avant la destruction de Saint-Pierre, les premières victimes de l'éruption de 1902 sont dues à des lahars qui ont enseveli tout le bas de la vallée de la rivière Blanche, et notamment l'usine Guérin et tous les bâtiments autour. Il y a eu 23 victimes. Donc c'est les premières victimes de 1902. Mais il faut aussi savoir que dans la nuit du 7 mai au 8 mai 1902, c'est-à-dire quelques heures avant la destruction de Saint-Pierre, la rivière du Prêcheur, dans laquelle nous sommes, a également généré des coulées de débris suffisamment importantes pour déborder du lit et ensevelir une partie du bourg du Prêcheur, faisant ainsi 400 victimes. Les 400 premières victimes de la montagne Pelée sont ainsi des habitants du Prêcheur, emportés par une coulée de boue mortelle. Tu peux descendre justement pour rencontrer, Je longe la rivière. La rivière. Ouais, comme ça on va voir la rivière. Je finis mon mouvement vers le haut. Jusqu'à l'éboulement. Les craintes de Jean-Gilles ainsi que celles d'Anne-Marie se vérifient. En amont de la rivière, un embâcle s'est formé à la suite des éboulements et un bassin risque à tout moment de rompre, menaçant le village du Prêcheur en contrebas. Ah ben, c'est-à-dire qu'on a un événement, je pense qu'on a un éboulement peut-être à 300 mètres de la station. C'est entre la station et la falaise.
Et tu sais qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait un embac. Coincé entre les flancs du volcan et l'océan, le village du Prêcheur n'est relié au reste de l'île que par la route côtière, qui, si elle venait à être obstruée, isolerait le village. Au milieu, la rivière que Jean-Gilles a filmée. On comprend tout de suite que l'équipe de l'Observatoire ne veuille prendre aucun risque et demande un rendez-vous en urgence au maire et au conseil municipal. Anne-Marie se rend au rendez-vous avec ses collègues. Vous pouvez vous asseoir, hein, je vous en prie, asseyez-vous autour de la table. Et ça va être très rapide. Et malheureusement, c'est vrai que c'est une nouvelle qui n'est pas forcément bonne. C'est que jusqu'à maintenant, pour avoir un lahar, il fallait de la pluie. Maintenant, on n'a plus besoin de pluie pour avoir un lahar. Comment c'est venu? Ça, c'est dans la nuit de lundi à mardi. On a enregistré des gros éboulements de la falaise sans père. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'en avait pas eu. Et le lendemain matin, Jean-Gilles m'a dit qu'au niveau du pont, le débit était beaucoup plus faible. Et quand ils sont revenus avec les images, en fait, on a eu confirmation qu'il y avait une embâcle. Nous, on a demandé un survol hélicoptère, ce qui nous a permis de voir... Autour de la table, les mines sont graves. Habituée au risque, la population sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire en cas de lahar, à part se mettre en lieu sûr. 25 mètres par 50 mètres. Par contre, la difficulté, c'est qu'on n'a aucune idée de la profondeur, hein, puisque, voilà, donc en fait, ce que tu vois ici, c'est la berge qui s'est éboulée. Ça faisait un petit moment qu'elle était instable, en fait. Elle l'est toujours. On est passé près avec l'hélicoptère, donc il y a d'autres risques d'éboulement. Mais ça, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Et là, bah c'est vrai, c'est renforcer l'interdiction d'accès dans la rivière. L'équipe se rend ensuite dans le lit de la rivière. On a l'échelle des cailloux qui dévalent de la montagne. Les observatoires sont là pour donner des informations qui vont permettre de préparer les populations. Et c'est vrai qu'en connaissant mieux les risques, si un jour ou le jour où un événement risque de se produire, les populations étant préparées à l'avance réagiront mieux et ce sera beaucoup plus facile de gérer une éruption éventuelle, en souhaitant qu'elle soit le plus tard possible. La rivière du Prêcheur charrie chaque année des milliers de tonnes de débris qui se jettent ensuite dans la mer. Devant le village, le littoral est engraissé par les apports successifs. C'est ainsi que les îles naissent et s'agrandissent à l'échelle de la géologie. Les habitants ont appris à vivre avec le risque, surtout quand ils ont un maire aussi philosophe que Marcelin Nadeau. Nous pensons qu'il faut apprendre à vivre sur le territoire et en s'appropriant son territoire. Nous pensons que c'est essentiel, donc d'apprendre à vivre, y compris avec les risques. Hein. Il y a une crise, on fuit. Par exemple, si aujourd'hui une alerte, je sais pas, d'une éruption de la montagne, liée à une éruption de la montagne Pelée, on va partir. Mais une fois que la crise sera passée, on peut éventuellement revenir. Quand on parle, par exemple, du trait de côte et du repli stratégique des activités et des biens, c'est une vision que nous disons fixiste, c'est-à-dire qu'on prend une population, on la déplace définitivement. Bon, ça c'est bon pour un espace continental, mais en espace insulaire, nous pensons qu'il faut ce va-et-vient permanent, ce nomadisme et cette mobilité qui nous permet justement d'être agiles et de pouvoir nous adapter à la réalité des risques auxquels notre territoire est exposé. Quelques jours plus tard, l'embâcle va céder, n'occasionnant aucun dégât. Pour Evita qui tient son petit snack, ou pour Jean-Gilles qui travaille à l'observatoire, la mobilité ou le nomadisme sont de jolis concepts. Comment faire? Et aller où si on doit partir? À quelques kilomètres du Prêcheur, c'est le village du Carbet, qui se niche sur le littoral et dans les quelques espaces laissés libres par les coulées volcaniques anciennes. Nous retrouvons Guillaume, le volcanographe qui tient à nous montrer quelque chose au bord de la route.
justement en rapport direct avec cette idée de nomadisme ou de mobilité évoquée par le maire. Il se trouve que les anciens y avaient déjà pensé. Alors ici, on est au Carbet, au bord de la route, et c'est une pierre qui est exposée, mais malgré tout, il n'y a pas d'indication qui nous explique pourquoi cette pierre est là. Or, c'est une pierre tout à fait intéressante, puisque c'est un ancien polissoir. Les Amérindiens donc polissaient leurs instruments pour avoir donc des tranchants. C'était certainement des outils donc coupants comme des haches, des choses comme ça. On a également là des cupules qui pouvaient également servir à polir des instruments différents, des outils différents. Et c'est une pierre que j'aime beaucoup, puisque justement là on voit directement les travaux manuels des Amérindiens qui nous ont précédés en Martinique. D'après les dernières recherches des archéologues, on pense que les premières populations venues d'Amazonie se sont installées aux Antilles environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Pêcheurs, cueilleurs, ils auraient assisté à plus de 70 éruptions, plus ou moins importantes, à l'échelle de toute la Caraïbe, notamment celle de 1300 en Martinique. Les fouilles montrent une succession d'habitats recouverts de cendres, puis recolonisés, sans qu'on ait pu trouver aucun ossement. En réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit que tous les risques naturels ne sont pas prévisibles. À l'époque, on n'avait pas les moyens scientifiques pour pouvoir prévoir les aléas, les catastrophes, à l'exception des éruptions volcaniques. Puisqu'une éruption volcanique, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais le volcan monte en pression progressivement. Et donc, au bout d'un moment, on s'aperçoit que le volcan est vraiment dangereux et qu'il est temps d'évacuer pour aller un petit peu plus loin, à l'écart donc des projections volcaniques. Les anciens Caraïbes savaient peut-être interpréter les signes avant-coureurs d'une éruption. Les déplacements d'animaux, les premiers panaches, les rougeoiements de flancs dans la nuit. Ils partaient alors en sautant dans leur pirogue. On a retrouvé des écuelles encore pleines de nourriture, comme s'ils avaient quitté les lieux en quelques minutes. Christophe Colomb débarque le 15 juin 1502, mais les Européens sont expansionnistes. Ils se heurtent à la résistance des Caraïbes, qu'ils vont finir par massacrer en quelques mois, dans une guerre inégale. À la fin du XVIIe siècle, les Amérindiens ont disparu de la Martinique en emportant leur connaissance du volcan. Deux siècles plus tard, alors que tous les signes d'un imminent danger sont là, les habitants de Saint-Pierre, qui n'avaient jamais entendu parler d'éruption, ne s'enfuient pas de la ville. Il est clair que cette connaissance donc, volcanologique n'a pas été transmise aux Européens. Alors en 1902, pourquoi les gens sont restés comme ça autour du volcan? À la fois parce qu'ils ne s'imaginaient pas que le volcan pouvait exploser comme il a explosé. C'était un petit peu la première fois que les sociétés occidentales observaient ce genre de phénomène. Mais surtout, les gens voulaient rester chez eux pour conserver leurs biens matériels. Pour éviter les pillages, pour éviter les choses comme ça. Et donc, en s'accrochant à son bien matériel, on en a oublié d'observer les phénomènes naturels et de constater le danger que représentait la montagne Pelée la veille du 8 mai. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions hâtives, mais l'accumulation des richesses et le matérialisme du début du XXe siècle ont sans doute éloigné les hommes des précautions élémentaires en cas de risque naturel. Une éruption ou tout risque majeur nous oblige aussi à penser notre rapport à la Terre, en acceptant l'idée qu'elle ne nous appartient pas. Nous retrouvons Jean-Gilles et Guillaume, au pied de ce qu'ils appellent un affleurement, un flanc de montagne tranché net pour y laisser passer une route qui permet d'observer différentes couches géologiques. Guillaume Carazzo est paléo-volcanologue et spécialiste des fluides géologiques. C'est-à-dire qu'il voit la Terre comme un ensemble souple d'éléments en mouvement qui se chevauchent,
qui se déplacent, qui se transforment à l'échelle de milliers et de millions d'années. Là, on remonte dans le temps, on est autour entre 20 000 et 10 000 ans avant maintenant. Donc tu vois, on a encore un dépôt volcanique en dessous, mais il n'est pas tout à fait le même que l'autre si tu regardes la couleur déjà. Il est beaucoup plus sombre. En fait, c'est des éléments un magma beaucoup plus basique, beaucoup moins différencié, et qui correspond à une période de la montagne Pelée qu'on connaît assez peu, c'est la période Saint-Vincent, autour de moins 40 000, moins 20 000 ans, qui a fait des éruptions assez volumineuses dont on retrouve les dépôts tout au nord, vers Grand-Rivière, Makuba, un petit peu ici. Et ensuite, il y a une pause en fait, au cours du temps. Et c'est grâce à cette pause en fait, qu'on peut mettre en place un niveau de sol aussi important. Et puis au-dessus, on a un événement brutal qui est une éruption qui va très rapidement mettre en place tout ce niveau de petites ponces. Donc le temps de récurrence en Martinique, c'est entre 450 500 ans à peu près en moyenne. Une éruption revient, le volcan produit une éruption. André et son drone sont encore mis à contribution. L'engin peut s'approcher de zones absolument inaccessibles. Les sols instables menacent à tout moment de s'effondrer. Il ne faut pas traîner en bas de la falaise. Ouais, non, bah enfin, on va prendre de risques quoi, mais là c'est déjà vraiment bien. Le drone, si tu peux le faire remonter sur les zones là où c'est très stratifié là-haut. Je pense pas un peu plus que ça. Nickel. Ce petit bout là-bas ou le petit là. Lequel, celui-là? Ouais, parce que le gros, je sais pas, j'ai l'impression que ça a glissé. Donc peut-être le petit à gauche ou le petit à droite. Peut-être celui-là, c'est suffisant. Ouais. Ça le fait? Ouais. Sûr? Ouais. Ok, j'y vais, je reste pas longtemps. Pour dater au carbone 14, il faut absolument trouver un débris organique, un bout de bois ou de charbon pris dans les sédiments. Wow, c'est vraiment... Et Jean-Gilles en aperçoit justement un dans les éboulis. C'est de la sonne, hein? Ah, c'est pas mal. Je te rends ça. Il est vieux, parce que tu vois, tu sens que ça part déjà la matière. Bon, ça, c'est vachement bien parce que ça va un peu compléter les données qu'on a sur le sol qui est juste en dessous. Parce que là, on a de l'arbre, en fait, qui a été piégé par l'éruption. Donc là, on va vraiment avoir l'âge... En tout cas, l'âge de cet arbre au moment où il a brûlé, où les ponces lui sont tombées dessus. Donc là, on va pouvoir vraiment affiner notre estimation de l'âge de cette éruption. Super. Il est difficile pour les vivants de s'inscrire dans une longue durée. Les temps géologiques n'ont que peu à faire avec la mémoire des hommes. En Martinique, comme dans les Antilles, les petites Antilles, les vents ont tendance à souffler, en tout cas à basse altitude vers l'ouest et à haute altitude vers l'est. Ici, on a un dépôt qui est parti plein sud. Donc c'est important pour nous d'étudier ce phénomène parce que si une éruption aujourd'hui partait plein sud, ça n'aurait pas les mêmes conséquences que si elle partait plein ouest. Parce que plein sud, c'est Fort-de-France? Plein sud, c'est Fort-de-France, c'est l'aéroport international, c'est par là qu'arriveront les secours de métropole ou d'ailleurs. Donc c'est assez important de bien comprendre pourquoi et comment cette éruption est partie plein sud et pas plein ouest. Globalement, l'arc central des petites Antilles, c'est là qu'on va trouver le plus de dépôts volcaniques. Les îles les plus grandes, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, sont les îles les plus grandes parce que tout simplement c'est là qu'il y a eu le plus d'éruptions, donc c'est là que les îles ont pu s'agrandir le plus. Si vous allez vers le nord ou vers le sud de l'arc, les îles sont plus petites parce qu'il y a eu moins d'éruptions, donc moins de terre qui s'est formée. La contribution de Guillaume Carazzo, qui travaille sur la très longue histoire, est une des facettes du travail des volcanologues, qui permet à la communauté des hommes de ne jamais oublier qu'ils ne sont que les hôtes très éphémères de l'histoire de la Terre. Il se trouve qu'Anne-Marie, la directrice, quand elle n'étudie pas la montagne Pelée, est aussi monitrice de plongée sous-marine. En face de Saint-Pierre, un extraordinaire site lui permet de conjuguer dans un même espace ses deux passions, les volcans et la plongée. Elle est posée à peu près à 90 mètres de fond, d'accord ? Et sur sa gauche, le long du tombant, il y a le Tamaya, qui est posé cette fois-ci, lui,
dans la zone des 80-85 mètres, au bord d'un tombant qui commence à partir de 90 mètres. Il faut trouver le temps de sortir un peu de l'observatoire pour venir ici, mais c'est tout près. Et voilà, en fait, on a tout réuni en un seul endroit et avec des vues spectaculaires et magnifiques toute l'année. Des silhouettes indiquent de nombreuses épaves. Les épaves des bateaux de Saint-Pierre, coulés à l'occasion de l'éruption de 1902. Ce matin du 8 mai, une quarantaine de bateaux étaient à l'ancre, avec à leur bord des marins venus du monde entier. Personne n'est en mesure de les dénombrer, ni de savoir d'où ils venaient. La plongée dans la baie de Saint-Pierre est comme la visite d'une sépulture. On s'y recueille tout en admirant la vie qui a repris le dessus. C'est aussi une atmosphère et c'est vrai que c'est un lieu qui est magique et qui est quelque part quand même extraordinaire parce qu'il y a toute cette richesse de par le fait qu'il y ait ces épaves. C'est colonisé, il y a plein d'espèces de poissons qu'on ne verrait pas forcément dans la baie parce que c'est de la vase ici. En fait, de la vase, des dépôts de cendres et de l'éruption, enfin des éruptions passées de la montagne Pelée. Et le fait qu'il y ait ces épaves fait qu'il y a des organismes, la faune fixée qui est venue se mettre. Donc il y a des éponges, il y a des cnidaires, il y a aussi des tuniciers, enfin il y a toutes sortes de vie qui fait qu'à partir du moment où il y a de la faune fixée, il va aussi y avoir des poissons et puis des crustacés. Et s'il n'y avait pas ces épaves, on n'aurait pas toute cette vie. C'est un souvenir, c'est un mémorial, c'est cette baie en quelque sorte. Et quand on plonge, c'est toujours avec beaucoup de respect. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais en même temps, on voit que la vie reprend son cours parce que toutes ces épaves, en fait, ces restes de bateaux qui ont brûlé et qui sont éparpillés au milieu de la baie, maintenant sont colonisés et c'est rempli de vie. Anne-Marie Lejeune est en poste à l'Observatoire de Martinique après avoir travaillé sur d'autres volcans et considère que la baie de Saint-Pierre est la plus belle baie du monde. Pas seulement pour des considérations esthétiques, mais aussi pour quelque chose comme une mémoire, comme une présence. Aujourd'hui encore, 120 ans après la catastrophe, une messe est célébrée chaque 8 mai. Pour l'occasion, le conseil municipal au grand complet assiste à l'office en écharpe et personne ne s'en étonne. Les ruines de Saint-Pierre font partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'une demande de classement à l'UNESCO, avec la montagne Pelée et les travaux d'Alfred Lacroix, pour leur grande richesse historique et leur contribution à la recherche. Missionnée par l'INRAP, l'Institut national de la recherche archéologique, Anne Gégouzeau est chargée d'établir des relevés de l'ancienne ville, intacte sous la cendre.
Voilà, donc là, en fait, on quitte un petit bâtiment, enfin une belle salle, par une porte qui est ici. On devine le passage de la porte, hein, les deux jambages qui sont ici. On descend un escalier qui est parfaitement conservé. On arrive dans une cour qui est à l'arrière des cuisines, qui est une cour pavée, avec, encore une fois, on a toujours ce système hydraulique partout dans la maison. Un caniveau qui passe ici, qui se verse là, qui rejoint un autre caniveau et qui va filer comme ça jusqu'à l'extrémité pour se déverser dans un petit bassin. Et on rentre dans cette très jolie pièce où on voit que les sols ne sont pas du tout les mêmes. Et là, on a l'utilisation de marbre, de carreaux de marbre blanc et gris. Donc ça montre encore une fois quelque chose d'assez luxueux. Et ici, on a le départ d'un très bel escalier. Donc en fait, on a juste le soubassement de la première marche. On doit imaginer très probablement un escalier en bois. Et il reste les vestiges d'une très jolie rampe métallique, très décorée. Donc là, on arrive à la maison coloniale de santé. Donc la maison coloniale de santé, c'est l'ancien hôpital psychiatrique de Saint-Pierre, qui pour l'époque avait une très belle renommée et était censé, dans les sources disent qu'il était à la pointe des soins psychiatriques, avec justement tout un système d'hydrothérapie. Donc là, on est dans une cour, potentiellement en partie couverte, puisqu'on a l'emplacement de plots qui soutenaient des poteaux, et on peut tout à fait imaginer ici avoir une couverture, qui donne en fait sur les anciens bâtiments qui deviennent les salles de l'hôpital psychiatrique, et ici par exemple donc une porte, et on rentre dans une salle où a été positionnée cette chaise de force en fait, où on attachait les prisonniers pour les maintenir. Le travail des archéologues fera bientôt l'objet d'un SIG, autrement dit un système d'information géographique qui permettra de visiter en 3D la ville d'avant l'éruption. On pourra alors naviguer de quartier en quartier, de maison en maison. On pourra même entrer dans l'intimité de chaque propriété en imaginant ce que fut la vie à la fin du XIXe siècle. Il faut imaginer qu'on est dans la cuisine de l'habitation et qu'on descend là au cellier par un escalier. Et donc là, on est dans un passage souterrain, voûté, aéré par des soupiraux, qui permet d'accéder au cellier qui est sous la cuisine. Et on voit ici là, toute la cendre qui s'est infiltrée dans cet espace voûté et qui recouvre et qui occupe toute la salle et qui nous cache complètement son volume, puisqu'il faut imaginer un espace d'au moins 4 mètres de hauteur sous plafond. Saint-Pierre, ça offre un cliché, à un moment, à un instant T de la ville au tout début du XXe siècle. Il n'y en a quand même pas énormément des sites qui sont ensevelis, cachés, protégés, scellés par des mètres de cendres. Anne-Marie a rejoint Sophie qui pilote ce drôle d'engin. Un autogire, un hybride d'hélicoptère et d'ULM, depuis lesquels on peut admirer les paysages comme si on était un oiseau. Anne-Marie trouve enfin le temps de survoler l'île. Elle est capable de lire les paysages comme une frise historique. Depuis les temps les plus anciens,
jusque dans les dernières parties encore actives, et du plus profond de la Terre jusqu'à la surface. Quand tu survoles en autogire, ça te permet de voir l'endroit d'où a surgi quelque part la Martinique, puisque les premiers volcans sont apparus en surface, en fait, il y a 25 millions d'années dans le sud-est de la Martinique. Et petit à petit, en fait, l'activité éruptive s'est déplacée pour finalement aboutir au nord de la Martinique. Donc il y a eu d'abord l'activité éruptive du mont Conil pour arriver à l'actuelle, la montagne Pelée. Sous l'eau, à terre, dans le ciel, la Martinique est magnifique. C'est l'immense mérite des volcanologues de nous faire comprendre qu'il s'agit d'un organisme vivant, qui a vécu avant nous et qui vivra sans doute bien après que nous aurons disparu.